Alors, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série Renforcement en sciences. Donc dans ce nouveau chapitre, le chapitre 7, on va s'intéresser à l'utilisation des intégrales généralisées et au transféré de Laplace. Alors les objectifs de ce chapitre. Donc appliquer les résultats vus sur les intégrales généralisées, qu'on appelle aussi intégrales impropres, faire le lien avec les équations différentielles, même si on traitera de la résolution dans un autre chapitre, calculer une transformée de Laplace utile, et à partir du calcul de la transformée de Laplace utile, balayer un panorama des transformées de Laplace pouvant être déduites de ce calcul. Et on verra quelques utilisations des transformées de Laplace en électronique, comme dans le chapitre précédent. Donc dans ce chapitre, on s'intéresse aussi à la manipulation mathématique des transformées de Laplace, et à quelques applications donc facilement à l'électronique. Et par contre, la question de la résolution des équations différentielles, ce sera dans un chapitre ultérieur. Alors, on va commencer donc par définir ce qu'est la transformée de Laplace et aussi en fait son inverse. Donc alors, définition de la transformée de Laplace qu'on va appeler bilatérale et lien avec les transformées de Fourier temporelles. Alors, la transformée de Laplace ou TL, bilatérale, soit P appartenant à un C, lorsqu'elle existe, la transformée de Laplace, elle est définie à partir de S de t, comme grand S de P, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de S de t, que multiplie l'exponentielle de moins pt, et on intègre sur t, donc il y a le dt. Donc on la nomme transférée de Fourier Laplace bilatérale, parce que là, l'intégration, elle se fait de moins l'infini à plus l'infini. On verra qu'il existe une transférée de Laplace monolatérale, dans le chapitre notamment sur la résolution des équations différentielles, avec une intégration qui va seulement de 0 plus à plus l'infini. Donc ce qu'on peut dire en fait, c'est que sa définition pour cette transférée de Laplace monolatérale, on peut la noter grand S de P, mais maintenant c'est l'intégrale de 0 plus à plus l'infini de S de t exponentielle moins pt dt. Cette transférée de Laplace monolatérale sera utilisée pour les problèmes de physique pour lesquels les conditions initiales ne sont pas nulles. Donc l'exemple le plus parlant, le plus fréquent d'utilisation, c'est la résolution des équations différentielles avec conditions initiales non nulles. Donc on verra cette transférée de Laplace et on l'utilisera dans un autre chapitre qui sera consacré à la résolution des équations différentielles. Donc dans le reste du chapitre, on ne considère plus que la version bilatérale de la transférée de Laplace. On va voir que la transférée de Laplace bilatérale est très intéressante car elle permet notamment, évidemment sous réserve d'existence de ces transformées, de faire le lien directement avec les transférées de Fourier temporelles. Si les transférées de Laplace, transférées de Fourier et transférées de Fourier en oméga coexistent, donc que l'axe des imaginaires purs appartient au domaine d'existence de la transférée de Laplace, bilatérale, les TF et TF oméga correspondent à la restriction de la transférée de Laplace le long de l'axe des imaginaires purs. En effet, par exemple, grand S de F, qui correspond à la transférée de Fourier de S de t, c'est grand S de P, où P, je le restreins de pi JF. Et à ce moment-là, de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t exponentielle moins pt dt, si je restreins P à 2 pi JF, je tombe bien sur l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t exponentielle moins 2 pi JFT dt. Pour la TF oméga, on a quelque chose d'équivalent. Donc grand S d'oméga, la TF oméga de S de t, c'est donc la restriction de grand S de P au cas où P est restreint à j oméga. Donc de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t exponentielle moins pt dt, si je remplace P par j oméga, je tombe bien effectivement sur l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t exponentielle moins j oméga t dt. Si on introduit maintenant P égale alpha plus j oméga, où alpha appartient à R, on constate en fait que grand S de P, ça correspond aussi à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t que multiplie l'exponentielle de moins facteur de alpha plus j oméga que multiplie t, et puis avec le dt. Et vu qu'on a une exponentielle d'une somme, on a encore l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t que multiplie exponentielle moins alpha t que multiplie exponentielle moins j oméga t dt. Maintenant, si je pose S1 de t égale S de t que multiplie exponentielle moins alpha t, grand S de P, ça correspond simplement à grand S1 de oméga, donc à la TF oméga de S1 de t, évidemment sous réserve de la coexistence de la transférée de Laplace et de la TF oméga. Donc ça, cela signifie que la transférée de Laplace,
On peut aussi l'envisager comme la transformée de Fourier en oméga ou la transformée de Fourier d'un signal atténué ou amplifié par exponentielle moins alpha t, suivant que alpha est strictement positif ou strictement négatif. Donc pour trouver la définition de la transformée de Laplace inverse, on part du constat que la transformée de Laplace coïncide avec la tf oméga du signal S1 de t égale S de t exponentielle moins alpha t, c'est-à-dire qu'on a grand S de p qui est égal à S1 d'oméga. Évidemment, c'est sous réserve de la coexistence de la transformée de Laplace et de la tf oméga. Donc si j'utilise maintenant la définition de la tf oméga moins 1, S1 de t qui est égal à S de t que multiplie exponentielle moins alpha t, je sais que c'est la transformée de Fourier inverse en oméga de S1 d'oméga. Donc c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de grand S1 d'oméga que multiplie exponentielle j oméga t que multiplie d'oméga sur 2pi. Donc si je multiplie dans l'expression précédente les deux membres par exponentielle moins alpha t, je m'aperçois en fait que S de t, c'est exponentielle alpha t que multiplie la tf oméga inverse de S1 de t. Donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S1 d'oméga exponentielle j oméga t de oméga sur 2pi. Alors, exponentielle alpha t, c'est une constante vis-à-vis de l'intégration, puisque l'intégration, en fait, c'est une intégration fréquentielle en utilisant la variable oméga. Donc du coup, je peux rentrer l'exponentielle alpha t sous l'intégrale. Donc j'ai donc S de t, qui s'écrit encore comme l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de S1 d'oméga, que multiplie exponentielle alpha t, que multiplie exponentielle j oméga t, d'oméga sur 2pi. Et vu que j'ai un produit d'exponentielle, je vais pouvoir dire que c'est l'exponentielle de la somme. Donc petit s de t, c'est encore l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de grand S1 d'oméga, que multiplie l'exponentielle de alpha plus j oméga que multiplie t, le tout multiplié par d'oméga sur 2pi. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va considérer le changement de variable suivant. On va poser, évidemment, p égale alpha plus j oméga. Et on a besoin en fait de l'intégrande. Donc en fait, quand on va dériver, on va obtenir dp égale j d'oméga. Parce qu'à ce moment-là, on considère que alpha, en fait, c'est une constante. Donc maintenant, la dernière chose dont on a besoin, c'est de dire que S de P, grand S de P, ça correspond à grand S1 d'oméga. Donc maintenant, je peux réécrire S de T. Donc j'ai l'intégrale, on va voir les bornes. Donc S1 d'oméga devient grand S de P. Exponentielle de alpha plus j oméga que multiplie T, vu qu'alpha plus j oméga c'est P, ça devient exponentielle de pt. D'oméga sur 2pi, vu que d'oméga c'est dp sur j, ça devient dp sur 2πj, et il reste la question des bornes. Donc vu que p c'est alpha plus j oméga, et que oméga varie de moins l'infini à plus l'infini, p varie de alpha moins j l'infini à alpha plus j l'infini. Alors là, on a bizarrement des bornes en fait complexes. Mais du coup, ça veut dire que cette définition de la transformée de Laplace est plutôt antipathique. Justement à cause de ces bornes complexes. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on intègre dans le plan complexe, mais le long d'une droite verticale située en partie réelle de p égale alpha. Puisque si je fais partie réelle de p égale alpha, je peux aller en fait de tout en bas, c'est-à-dire de alpha moins j fois l'infini, à tout en haut, à alpha plus j l'infini. Donc intégrer de alpha moins j l'infini à alpha plus j l'infini, ça revient à intégrer le long de la droite verticale située en partie réelle de p égale alpha. Donc en fait, on intègre le long d'une droite parallèle à l'axe des imaginaires purs, mais ça, on a uniquement le droit dans le domaine d'existence de la transformée de Laplace. Là où on peut effectivement dire que grand S de P, c'est la transformée de Laplace de petit s de T. Donc, à retenir, la transformée de Laplace bilatérale inverse ou TL-1, c'est donc petit s de T qui est égal à l'intégrale de alpha moins j l'infini à alpha plus j l'infini de grand S de P que multiplie exponentielle pt que multiplie dp sur 2πj. Alors attention, je répète, on intègre dans le plan complexe, mais le long d'une droite parallèle à l'axe des imaginaires purs, dans le domaine d'existence de la transformée de Laplace. Alors, vu la complexité potentielle de cette expression, on comprend que ce serait mieux de pouvoir éviter de s'en servir. Et en fait, on ne s'en servira que pour étudier la propriété de la transformée de Laplace vis-à-vis des dérivées des signaux temporels. Le reste du temps, on cherchera plutôt à identifier un couple signal transformé de Laplace connu, en utilisant chaque fois que ce sera nécessaire, des décompositions en éléments simples des transformés de Laplace. Ce qui justifie en fait qu'on ait consacré il y a quelque temps un chapitre aux décompositions en éléments simples. Donc maintenant on va s'intéresser aux transformés de Laplace et on va regarder en fait ce qui se passe pour la dérivation notamment. Donc alors d'abord la transformée de Laplace et la dérivation. Donc comme dans le cas de la tf oméga, on va partir de la transformée inverse
et on va la dériver par rapport au temps. On suppose évidemment que quand S de P, la transfert de la place de S de T existe, et on part donc de D sur dt de S de T, où S de T, on va le remplacer donc par sa transfert de la place inverse. Donc on va écrire que c'est D sur dt de l'intégrale de alpha moins j l'infini à alpha plus j l'infini de grand S de P que multiplie exponentielle pt que multiplie dp sur 2πj. Alors on a la dérivée d'une intégrale fréquentielle, de la même manière que ce qu'on a fait pour la TF oméga, on va dire en fait que la dérivée d'une intégrale, vu que l'intégrale et la dérivation sont des opérations linéaires, ça va être l'intégrale en fait de la dérivée. Donc on va permuter les deux bornes. On va supposer en fait que c'est possible, dans le cas de la physique notamment. On va donc dire que d sur dt de s de t, c'est l'intégrale donc avec les bornes antipathiques qui vont de alpha moins j l'infini à alpha plus j l'infini, de d sur dt de ce qu'il y a à l'intérieur qu'il y avait sous l'intégrale. Donc d sur dt de grand S de p exponentielle pt, et on a toujours dp sur 2πj. Alors maintenant, en fait, on a la dérivée de quelque chose qui est s de p que multiplie exponentielle pt. S de p, ça ne dépend pas de t, donc c'est une constante. Donc le seul terme en fait qui va être soumis à la dérivation, c'est l'exponentielle pt. En fait, on retrouve quelque chose qui est un raisonnement analogue à celui qu'on a fait dans le cas de l'étude de la propriété de la dérivation pour les transformés de Fourier en oméga. Donc je dois dériver exponentielle pt. J'ai quelque chose de la forme exponentielle u de t. Donc je vais avoir u' de t que multiplie exponentielle u de t. U de t c'est pt. Quand je dérive par rapport à t, je vais avoir un p. Donc la dérivation de d sur dt de s de p exponentielle pt, ça va faire apparaître p, s de p, exponentielle pt, et on aura donc l'intégrale de alpha moins j l'infini à alpha plus j l'infini, et dp sur 2πj. Donc on a ce résultat-là, et on va en fait faire l'identification d'une transfert de Laplace. Donc sous réserve d'existence de s de p, puisque dans le cadre en fait de la transfert de Laplace inverse, on aurait le signal temporel qui serait égal à sa transfert de Laplace exponentielle pt dp sur 2πj, ce qu'on peut dire, c'est que la transfert de Laplace associée à d sur dt de s de t, c'est simplement p que multiplie grand S de p. Et par récurrence, on vérifiera que dériver n fois en temps le signal s de t, ça revient pour la transfert de Laplace à multiplier s de p par p puissance n. Donc dériver une fois, c'est multiplié par p la transformée. Dériver n fois, c'est multiplié par p puissance n. Et on retrouve en fait quelque chose qui est complètement compatible avec ce qu'on a vu pour la TF oméga, puisque si S de P et S de oméga coexistent, si je restreins P à J oméga, P puissance n, ça va me donner J oméga à la puissance n. Et S de P, ça va me donner S de oméga. Donc la dérivée par rapport à n de T puissance n de S de T pour la TF oméga, si je peux passer de la transfert de Laplace à sa restriction à la TF oméga, ce sera J oméga à la puissance n que multiplie quand S d'oméga. Donc on retrouve là aussi en fait une extension de ce qu'on avait vu pour la notation ou représentation complexe. Sauf que là c'est pour quelque chose qui est un peu plus large en fait encore que la TF oméga. Donc maintenant, regardons ce qui se passe pour l'application aux lois des composants électriques passifs. Donc pour la loi d'Ohm, U de t égale R I de t, par la transfert de Laplace, ça devient U de P égale R I de P. Et je peux là aussi introduire une impédance, quand Z de P, défini comme le rapport des transformés U de P sur I de P, et dans le cas de la résistance, donc pour la loi d'Ohm, ça donne R. Pour la loi de Lenz, j'ai U de T qui est L dI sur dt. Par transfert de Laplace, j'obtiens U de P égale L que multiplie la transfert de Laplace de D sur dt de I de T, dérivé par rapport au temps, ça revient multiplié par P, donc U de P égale L que multiplie P I de P. Donc là aussi, si je définis Z de P comme U de P sur I de P, j'obtiens PL. Pour la loi de Coulomb, maintenant c'est I de T qui est égal à C du sur dt. Dérivé par rapport à T, du point de vue des transferts de Laplace, ça revient multiplié par P. Donc j'obtiens grand I de P égale C que multiplie P U de P. Et l'impédance associée donc à une capacité, c'est grand Z de P qui va être égal à 1 sur PC parce que, attention, grand Z de P, c'est U de P sur I de P. Alors qu'on a I de P égale PC U de P. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a retrouvé quelque chose qui, si on restreint P à J oméga, va nous donner
en termes d'impédance R, JL oméga et 1 sur JC oméga. Donc ce qu'on avait en fait trouvé comme impédance, pour les lois en fait des composants électriques passifs, grâce à la TF oméga. Donc on retrouve en fait ce qu'on avait déjà vu pour la TF oméga, et là aussi c'est encore une extension en fait de ce qu'on avait vu pour l'utilisation de la notation de la représentation complexe, notamment en électronique. Alors si on applique à l'association ou au filtre RLC série, on repart de l'équation différentielle qui nous lie l'entrée E de t à S de t la sortie, plus RCDS sur dt, plus LC des 2S sur dt2, où S, c'est à nouveau la sortie aux bornes de la capacité. Si j'applique la transfert de Laplace à mon équation différentielle, E de t, ça me donnait grand E de P, petit s de t me donne grand S de P, RCDS sur dt, ça donne RCP grand S de P, et LC d de P sur dt2, S de t, ça me donne LC P carré grand S de P. Donc au second membre, je vois que j'ai S de P que je peux mettre en facteur. Donc ce que je vais pouvoir écrire, c'est que E de P, c'est S de P, avec devant, en facteur, 1 plus RCP plus LCP carré. Je peux donc introduire la fonction de transfert pour la transformée de Laplace, définie encore comme le rapport des transformés de petit s de t, donc grand S de P, sur la transformée de Laplace de petit e de t, donc grand E de P. Donc grand H de P, c'est grand S de P sur grand E de P. Donc le rapport des transformés de Laplace, de la sortie et de l'entrée, et je tombe sur 1 plus RCP plus LCP carré. Donc si on restreint P à J oméga, on va retrouver la fonction de transfert de la TF oméga. Donc H de oméga, c'est H de P quand on restreint P à J oméga. Et de 1 sur 1 plus RCP plus LCP carré, si je remplace P par J oméga, vu que J oméga au carré, ça va donner moins oméga 2, je tombe sur 1 plus JRC oméga moins LC oméga 2. Donc exactement ce qu'on avait vu pour le filtre RLC série en utilisant la TF oméga. Donc ce qu'on voit déjà se dessiner, c'est que pour l'étude, et éventuellement par exemple décomposition en éléments simples, recherche d'épaule, etc., on va utiliser la transfert de Laplace, et qu'on passera potentiellement à la transfert de Fourier ou la transfert de Fourier en oméga, donc la TF oméga, pour aller regarder en fait ce qui se passe pour les fréquences. Donc par exemple le tracé du diagramme de Bode. Alors on va maintenant s'intéresser à dresser un panorama des transferts de Laplace utiles. Et on va commencer par le seul calcul de transfert de Laplace qu'on sera amené à faire véritablement. Donc il s'agit du calcul de la transfert de Laplace du signal S de t égale exponentielle P0t que multiplie échelon de t. P0 complexe a priori, et échelon de t, c'est la fonction en fait qui vaut 1 si t est supérieur ou égal à 0, et 0 si t est strictement négatif. Donc grand S de P, par définition, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t exponentielle moins pt. Mais S de t, c'est exponentielle P0t échelon de t. Donc du coup, grand S de P, c'est encore l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini d'exponentielle P0t échelon de t que multiplie exponentielle moins pt dt. Alors là, on peut faire deux choses. D'une part, vu que l'échelon il est à valeur nulle avant 0, donc restreindre l'intégration qui ne va plus aller de moins l'infini à plus l'infini, mais juste de 0 à plus l'infini, et rassembler les exponentielles P0t que multiplie exponentielle moins pt sous la forme exponentielle de moins facteur de P moins P0 que multiplie t. Puis on conserve évidemment le dt. Alors là, on a une intégrale généralisée ou impropre. Et elle va présenter potentiellement des problèmes d'existence à cause du comportement de l'exponentielle de moins facteur de P moins P0t en t égale plus l'infini. Et en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on ait absolument la limite quand t tend vers plus l'infini de l'exponentielle de moins facteur de P moins P0t qui est égal à 0. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette fonction, ça va être la condition pour qu'une primitive d'exponentielle de moins facteur de P moins P0t ait une valeur finie en plus l'infini. Cette valeur, ça ne peut être que 0. Donc, on veut que la limite, quand t tend vers plus l'infini d'exponentielle de moins facteur de P moins P0t, ce soit 0, ça n'est acquis que si la partie réelle de P moins P0 est supérieure à 0. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on écrit P moins P0 sous la forme alpha plus j oméga, ça va correspondre à l'introduction d'un amortissement. Et le alpha, ça correspond à quoi ?
la partie réelle de P moins P0. Donc pour que l'exponentielle de moins facteur de P moins P0t soit amorti en plus l'infini, il faut qu'il y ait de l'amortissement, donc que la partie réelle de P moins P0 soit strictement positive, puisqu'on a un moins. Donc S de P n'existera que si la partie réelle de P moins P0 est strictement supérieure à 0. Bon, dans ce cas-là, ce qu'on peut écrire, c'est que grand S de P, c'est la limite quand grand X tend R plus l'infini de l'intégrale de 0 à grand X de exponentielle de moins facteur de P moins P0t dt. Donc là, on a une intégrale qui, tant qu'on ne passe pas à la limite, ne pose a priori pas de problème. Donc une intégrale simple. Et donc du coup, on va pouvoir, elle, la traiter en disant, tiens, on peut déterminer une primitive. Puisque, quand on regarde en fait exponentielle de moins facteur de P moins P0t, quand on dérive par rapport à t, on va faire descendre devant l'exponentielle un moins facteur de P moins P0. Donc une primitive d'exponentielle moins facteur de P moins P0 que multiplie t, c'est l'exponentielle de moins facteur de P moins P0 que multiplie t sur moins facteur de P moins P0. Donc maintenant, on va donc prendre la limite quand grand X tend R plus l'infini de cette primitive évaluée entre 0 et grand X. Donc ça nous donne la limite quand grand X tend R plus l'infini de 1 moins exponentielle de moins facteur de P moins P0 que multiplie grand X sur P moins P0. Vu que la partie réelle de P moins P0 est supérieure à 0, la limite de l'exponentielle moins facteur de P moins P0 que multiplie grand X quand X tend R plus l'infini, c'est 0. Donc dans ce cas-là, grand S de P, ça devient 1 sur P moins P0. Donc le résultat utile, c'est que soit P appartenant à C, la transférée de la place associée à exponentielle P0t échelon de T, c'est 1 sur P moins P0, mais attention, c'est seulement vrai pour les P appartenant à C, donc les P complexes, tels que partie réelle de P moins P0 soit strictement supérieure à 0. Alors, quand elle existe, la transférée de la place d'exponentielle P0t échelon de T, en fait, ça nous donne 1 sur P moins P0, mais ça, c'est l'élément simple de pôle P0. Donc on voit déjà apparaître à l'horizon un premier lien avec des éléments simples, et donc du coup, on envisage par la suite, c'est un lien avec les décompositions en éléments simples. Donc à ce stade, on dispose dorénavant de la transférée de la place de l'élément simple analogique, donc de la réponse initiale qui lui est associée, puisqu'à ce moment-là, à 1 sur P moins P0, si partie réelle de P moins P0 est supérieure à 0, temporellement, ça correspond au signal de réponse impulsionnelle exponentielle P0t échelon de T. Alors maintenant, quid du lien entre la transférée de la place et l'intégration ? On va d'abord se pencher sur l'intégrateur analogique, essayer de le caractériser. Alors déjà sa définition, donc sous réserve d'existence, S de t, le signal en fait qui correspond à l'opération d'intégration appliquée au signal d'entrée E de t, S de t c'est l'intégrale de moins l'infini à t de E de u que multiplie du, et ça signifie que S de t, c'est la primitive de E de t qui s'annule en moins l'infini. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer de rechercher quel est le filtre de réponse impulsionnelle H qui sera associé à l'intégration. Alors, on verra en traitement du signal que si S est le résultat du filtrage du signal d'entrée E par la réponse impulsionnelle H, alors S c'est égal à H convolé par E. Donc S, ça veut dire que c'est le résultat de la convolution de E par H, donc du signal d'entrée par la réponse impulsionnelle. Et ça se définit grâce à ce qui va constituer notre deuxième relation, qui dit que quel que soit S, évidemment sous réserve d'existence, S de t, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de E de u, H de t moins u, du. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire le lien avec l'expression 1, qui dit que S de t, c'est l'intégrale de moins l'infini à t de E de u, du. Et donc du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'identifier les relations 1 et 2. Donc on veut S de t égale l'intégrale de moins l'infini à t de u du. On va utiliser la relation de Schall, qui va permettre de dire que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, c'est l'intégrale de moins l'infini à t, plus l'intégrale de t à plus l'infini, de quoi ? De E de u H de t moins u du. Donc dans les deux cas. Donc ça nous donne la relation 3. Et maintenant, si on regarde la définition qui nous intéresse, qui correspond à la relation 1, et la relation 3, on s'aperçoit en fait qu'on a deux contraintes pour H. C'est que H de t moins u, il faut que ce soit 1 quand u va de moins l'infini à t, et il faut que H de t moins u, ce soit nul dès que u est strictement supérieur à t. Alors, u supérieur à t, ça veut dire que t moins u
est négatif. Donc si je pose V égale T moins U, je m'aperçois en fait que ma contrainte, elle devient H de V, ça vaut 0 si V est négatif strictement, et 1 si V est supérieur ou égal à 0. Ça veut simplement dire en fait que vu que l'échelon de T, c'est le signal qui correspond à cette définition, à savoir qu'il est nul avant 0 pour tous les T inférieurs strictement à 0, et il vaut 1 pour T supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que la réponse simplicielle de l'intégrateur analogique, c'est simplement l'échelon de tension unitaire échelon de T, dit aussi échelon de Heaviside. Maintenant, on va s'intéresser à la transférée de la place de l'intégrateur analogique. Donc en fait, ce qui reste, c'est trouver la transférée de la place de l'échelon de Heaviside. Alors, on sait que exponentielle P0T échelon de T, sa transférée de la place, c'est 1 sur P moins P0, si partie réelle de P moins P0, strictement supérieur à 0. Si on choisit P0 égale à 0, exponentielle P0T échelon de T, vu que exponentielle P0T, quel que soit T, ça devient exponentielle fois 0T, donc ça fait 1, à gauche, on a échelon de T. Donc le signal exponentielle P0T échelon de T, si P0 égale à 0, ça devient simplement l'échelon. Donc on a déduit directement sa transférée de la place. Donc à échelon de T, par transférée de la place, on va associer 1 sur P, si partie réelle de P, c'est strictement supérieur à 0. Ça veut dire que intégrer S de T en temporel, du point de vue de la transférée de la place, ça va revenir à diviser sa transférée de la place quand S de P par P. Donc S de P sur P, ça correspond en fait à la version intégrée du signal de sortie. Et la fonction de transfert de l'intégrateur analogique, c'est simplement 1 sur P. Et si on peut faire la restriction de P à J-oméga, on voit que l'intégrateur analogique, sa fonction de transfert en oméga, ce sera quand H d'oméga égale 1 sur J-oméga. Maintenant, on va voir comment déduire plein de transferts de la place. Et à partir d'un seul et unique point de départ, qui sera le résultat pour l'élément simple analogique. Donc la relation qu'on va appeler 1, qui dit que exponentielle P0T échelon T, sa transfert de la place est 1 sur P moins P0, si la partie réelle de P moins P0 est strictement supérieure à 0. Donc quelques résultats à vérifier à l'occasion par exemple d'exercices. Évidemment, si P0 égale à 0, on retrouve que échelon de T, sa transfert de la place c'est 1 sur P, si partie réelle de P est strictement supérieure à 0. Alors, un petit peu plus compliqué, c'est le lien en fait qui, partant de 1, va permettre en fait de démontrer que T exponentielle P0T échelon de T, sa transférée de la place, c'est 1 sur P moins P0 au carré. Et en fait, ce qu'il faut, c'est dériver la relation 1 par rapport à P. Donc dire que 1 sur P moins P0, c'est la transférée de la place d'exponentielle P0T échelon de T. Donc c'est l'intégrale d'exponentielle P0T échelon de T d'exponentielle moins PT dt. Et en faisant la dérivée de cette expression-là par rapport à P, on peut en déduire le résultat. T exponentielle P0T échelon de T, par transfert de la place, ça devient 1 sur P moins P0 au carré, si partie réelle de P moins P0 est toujours strictement supérieure à 0. Si on répète cette opération par récurrence, on peut montrer en fait que si on dérive n fois la relation 1 par rapport à P, on va vérifier que T puissance n exponentielle P0T échelon de T, sa transférée de la place, c'est n factoriel sur P moins P0 à la puissance n plus 1, si la partie réelle de P moins P0 est strictement supérieure à 0. Évidemment, il faut que n appartienne à n étoile. De la même manière, on a vu que si on dérive S de T n fois par rapport au temps, du point de vue de la transférée de la place, ça se traduit par la multiplication par P puissance n de grand S de P. Évidemment, ça n'est valable que pour les P tels que grand S de P existe, et pour n appartenant à n étoile. Alors, maintenant, le cas des sinusoïdes amortis ou non. Donc je repars en fait toujours du résultat pour l'élément simple, et ce que je veux dire, c'est que P0, je peux l'écrire encore comme moins alpha 0 plus j oméga 0, où alpha et oméga 0 vont être de réels. Moins alpha 0, ça correspond à la partie réelle de P0, et oméga 0 à sa partie imaginaire. Donc exponentielle P0t échelon de t, je peux le réécrire exponentielle moins alpha 0t, que multiplie exponentielle j oméga 0t, que multiplie échelon de t. Et la transférée de la place, c'est 1 sur P moins P0, donc c'est 1 sur P moins facteur moins alpha 0 plus j oméga 0. Si partie réelle de P plus alpha 0 supérieure à 0, donc si partie réelle de P supérieure à moins alpha 0. Alors 1 sur P moins,
entre parenthèses moins alpha 0 plus j oméga 0, c'est assez antipathique puisqu'on a un nombre complexe en fait au dénominateur. Si on multiplie au numérateur et au dénominateur par le complexe conjugué p plus alpha 0 plus j oméga 0, qui est le complexe conjugué de p plus alpha 0 moins j oméga 0, bah ça va s'arranger. On multiplie le numérateur et le dénominateur par la même quantité, donc en fait ça revient à multiplier grand S de p par 1. Par contre, au numérateur, donc maintenant on a plus 1, mais on a p plus alpha 0 plus j oméga 0, et en dessous, vu que c'est le complexe conjugué, on vérifie que ça nous donne p plus alpha 0 au carré plus oméga 0 au carré. Bon bah ça, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que exponentielle moins alpha 0t, que multiplie exponentielle j oméga 0t, que le multiplie échelon de t, par transfert de Laplace, ça correspond encore à p plus alpha 0 plus j oméga 0 sur p plus alpha 0 au carré plus oméga 0 au carré. Et évidemment, il faut que la partie réelle de p soit supérieure strictement à moins alpha 0. Donc on repart de ce résultat, et exponentielle j oméga 0t, on sait que c'est cosinus oméga 0t plus j sinus oméga 0t. Donc ce qu'on peut faire, c'est maintenant dire, mais attention, la transférée de Laplace du signal qui est là, vu que c'est une opération en fait qui fait intervenir des intégrales, c'est une opération qui est linéaire, donc la transférée de Laplace de exponentielle moins alpha 0t que multiplie cosinus oméga 0t plus j sinus oméga 0t que multiplie échelon de t, c'est en fait la somme des deux transferts de Laplace qui sont là, donc la transférée de Laplace d'exponentielle moins alpha 0t cosinus oméga 0t échelon de t, plus j fois la transférée de Laplace d'exponentielle moins alpha 0t sinus oméga 0t échelon de t. Et ça, on sait que ça nous donne en fait p plus alpha 0 plus j oméga 0 sur p plus alpha 0 au carré plus oméga 0 au carré. Mais ça, c'est encore p plus alpha 0 sur p plus alpha 0 au carré plus oméga 0 au carré plus j facteur de oméga 0 sur p plus alpha 0 au carré plus oméga 0 au carré. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une transférée de Laplace plus j fois une transférée de Laplace. Donc par identification, on peut en déduire que exponentielle moins alpha 0t que multiplie cosinus d'oméga 0t échelon de t, par transfert de Laplace, ça devient p plus alpha 0 sur p plus alpha 0 au carré, plus oméga 0 au carré, si partie réelle de p, strictement supérieure à moins alpha 0. Et on peut encore et aussi écrire, toujours par identification, que exponentielle de moins alpha 0t, que multiplie sinus d'oméga 0t, que multiplie échelon de t, par transfert de Laplace, ça devient oméga 0 sur p plus alpha 0 au carré, plus oméga 0 au carré, toujours si partie réelle de p strictement supérieure à moins alpha 0. Donc là, on a l'information sur le cosinus et le sinus amorti. Donc si on choisit alpha 0 égale à 0, on peut déduire en fait le résultat de la transférée de Laplace pour cosinus oméga 0t échelon de t. Puisqu'en fait, il suffit de faire alpha 0 égale à 0 dans l'expression qui est là. Donc du coup, la transférée de Laplace de cosinus oméga 0t échelon de t, c'est p sur p carré plus oméga 0 au carré. Et la condition maintenant, c'est si partie réelle de p strictement supérieure à 0. De la même manière, pour le sinus, si je fais alpha 0 égale à 0 ici, je fais sinus oméga 0t échelon de t, qui par transfert de Laplace me donne quoi? Oméga 0 sur p carré plus oméga 0 carré, et la condition, c'est si partie réelle de p strictement supérieure à 0. Alors, qu'est-ce qui se passe si on ajoute un terme de phase constante phi appartenant à R? C'est-à-dire qu'en fait, on veut par exemple trouver la transférée de Laplace du signal S de t, défini comme étant égal à exponentielle moins alpha 0t, que multiplie cosinus d'oméga 0t, plus phi, que multiplie échelon de t. S de t, on peut encore l'écrire sous la forme exponentielle moins alpha 0t sur 2, fois l'expression du cosinus, donc vu qu'il y a un demi devant, exponentielle j facteur de oméga 0t plus phi, plus exponentielle moins j facteur d'oméga 0t plus phi, et que multiplie l'échelon de t. Ça, on peut encore l'écrire sous la forme exponentielle j phi sur 2 que multiplie exponentielle de moins alpha 0 plus j oméga 0 que multiplie t, plus exponentielle moins j phi sur 2 que multiplie l'exponentielle de moins alpha 0 moins j oméga 0 que multiplie t, le tout multiplié par échelon de t. Bon, on a donc du coup, à part les termes exponentielle j phi sur 2, exponentielle moins j phi sur 2, des résultats en fait qui correspondent aux éléments simples. Et ce qu'on sait, c'est que ce qu'il y a en fait devant l'exponentielle,
on va le retrouver en fait comme moins le pôle. Donc on en déduit simplement que quand S de P, c'est exponentielle j phi sur 2. Là, ça nous donnait 1 sur P moins ce qu'il y a là, donc c'est 1 sur P plus alpha 0 moins j oméga 0. Et pour le deuxième terme, on a donc d'abord l'exponentielle moins j phi sur 2, et l'exponentielle, ça nous donnait à nouveau un élément simple, et ce coup-ci, en fait, on a moins ce qu'il y a dans la parenthèse, donc ça donne 1 sur P plus alpha 0 plus j oméga 0. On réduit tout au même dénominateur qui va correspondre en fait au produit dénominateur, mais comme on a en fait les quantités conjuguées, le dénominateur c'est simplement P plus alpha 0 au carré plus oméga 0 au carré. Au numérateur, on va avoir, donc si on met 1,5 en facteur, exponentielle j phi facteur de P plus alpha 0 plus j oméga 0, plus exponentielle moins j phi facteur de P plus alpha 0 moins j oméga 0. Alors, si on rassemble les termes en fait en j oméga 0 d'un côté et les termes en P plus alpha 0 de l'autre, on a donc 1,5 facteur de P plus alpha 0 facteur d'exponentielle j phi plus exponentielle moins j phi plus j oméga 0 facteur d'exponentielle j phi moins exponentielle moins j phi. Et le dénominateur reste inchangé, donc c'est P plus alpha 0 au carré plus oméga 0 au carré. Or, exponentielle j phi plus exponentielle moins j phi, vu qu'il y a un 2 ici, c'est simplement cosinus phi. Et exponentielle j phi moins exponentielle moins j phi, c'est 2j sinus phi, donc comme il y a un 2, c'est j sinus phi. Comme j'ai un j, ça va me donner un moins, puisque j carré, ça vaut moins 1. Donc S de P, ça s'écrit encore P plus alpha 0 cosinus phi, moins oméga 0 sinus phi, sur le même dénominateur, donc P plus alpha 0 au carré, plus oméga 0 au carré. Donc en fait, ce qu'on vient de trouver, c'est que la transfert de la place d'exponentielle moins alpha 0 t que multiplie cosinus d'oméga 0 t plus phi que multiplie échelon de t, c'est P plus alpha 0 cosinus phi moins oméga 0 sinus phi sur P plus alpha 0 au carré plus oméga 0 au carré. Et la condition, c'est partie réelle de P strictement supérieure à moins alpha 0. Maintenant, si je fais alpha 0 égale à 0 dans ce résultat-là, j'en déduis que cosinus d'oméga 0 t plus phi que multiplie échelon de t, ça donne P cosinus phi moins oméga 0 sinus phi sur P carré plus oméga 0 carré, avec une condition qui devient partie réelle de P strictement supérieure à 0. Alors, ce que l'on peut voir, c'est qu'exponentielle de moins alpha 0t sinus de oméga 0t plus phi échelon de t, on peut l'écrire encore comme exponentielle de moins alpha 0t que multiplie le cosinus de pi sur 2 moins oméga 0t moins phi. Et comme le cosinus c'est pair, ça devient aussi le cosinus d'oméga 0t plus phi moins pi sur 2. Ce que l'on sait, c'est que pour partie réelle de P strictement supérieure à moins alpha 0, exponentielle moins alpha 0t cosinus d'oméga 0t plus phi échelon de t, la transfert de la place associée, c'est P plus alpha 0 cosinus phi moins oméga 0 sinus phi sur P plus alpha 0 au carré plus oméga 0 au carré. Bon, si je remplace dans cette expression phi par phi moins pi sur 2, qui est ici, je vais pouvoir en déduire en fait ce qui se passe pour exponentielle moins alpha 0t sinus de oméga 0t plus phi échelon de t. Donc je m'aperçois en fait que ce signal-là, donc exponentielle moins alpha 0t sinus de oméga 0t plus phi que multiplie échelon de t, ça transfère de la place, c'est P plus alpha 0 facteur de cosinus de phi moins pi sur 2, moins oméga 0 sinus de quoi? De phi moins pi sur 2. Et le dénominateur reste inchangé, donc P plus alpha 0 au carré plus oméga 0 au carré. Bon, si on arrange un petit peu en fait ce résultat-là, on voit qu'on a P plus alpha 0 facteur de sinus phi plus oméga 0 cosinus phi au numérateur. Le dénominateur, c'est toujours P plus alpha 0 au carré plus oméga 0 au carré, et la condition, ça reste partie réelle de P strictement supérieure à moins alpha 0. Bon, si on fait alpha 0 égale à 0, on a donc que sinus oméga 0t plus phi que multiplié échelon de t, par transfert de la place, ça devient P sinus phi plus oméga 0 cosinus phi sur P carré plus oméga 0 carré. Et à ce moment-là, la condition, c'est partie réelle de P strictement supérieure à 0. Alors maintenant, le dernier cas qui pourrait éventuellement te faire défaut, c'est ce qui se passe pour les puissances de t multipliées par évidemment échelon de t. Donc quelle est la tenseur de la place de t puissance n échelon de t, si n appartient à n
par exemple. Alors par récurrence, on peut vérifier que t puissance n exponentielle p0t échelon de t, la transférée de Laplace associée si n factoriel sur p moins p0 à la puissance n plus 1. Ça c'est vrai si n appartient à n, parce que si n égale 0, on a n plus 1 qui devient 1, et partielle de p moins p0 strictement supérieur à 0. Maintenant, si je pose p0 égale à 0 dans cette expression-là, j'en déduis simplement que t puissance n échelon de t, sa transférée de Laplace, c'est n factoriel sur p à la puissance n plus 1, si n appartient à n et partie réelle de p supérieure à 0. Donc si on réussit à montrer par récurrence qu'on a le premier résultat, grâce à p0 égale à 0, on en déduit le deuxième. Alors pour trouver le premier résultat, il faut éventuellement procéder à des intégrations par partie, en partant de t exponentielle p0t, puisque quand on va dériver exponentielle p0t, ça va être sympathique puisque ça va faire descendre un p0, et quand on va dériver par exemple t, ça disparaîtra. Puis après t carré deviendra un 2p, etc. Donc de proche en proche, on va être en mesure de déterminer le résultat qui est là. Donc avec tous ces résultats, normalement, on est armé en fait pour pouvoir affronter les calculs de transfert de Laplace et d'identification en fait des signaux temporels associés au transfert de Laplace. Il suffira juste éventuellement d'aller faire, comme on le verra, dans le cadre en fait de l'utilisation des transferts de Laplace pour la résolution des équations différentielles, d'aller décomposer la transfert de Laplace en éléments simples, puis après d'aller faire notre marché dans les différentes transfert de Laplace qu'on a pu voir en fait dans ce panorama. Donc ceci conclut cette nouvelle vidéo de la série Renforcement en sciences, consacrée à l'utilisation des propriétés des intégrales impropres et à l'étude en fait des transferts de Laplace. Donc dans les prochains chapitres, on va notamment en fait se pencher sur le problème de la résolution des équations différentielles en utilisant l'outil puissant que sera la transfert de Laplace.